C'est l'heure de No Filter. No Filter est un podcast dédié à la photographie. J'y reçois des photographes, des éditeurs, des retoucheurs qui me parlent de leur pratique. Comment sont-ils arrivés à travailler l'image, la lire, la créer. Voulu comme un échange, ce podcast s'adresse à toute personne curieuse, sans distinction de niveau, d'expérience ou de matériel. Vous écoutez No Filter, je suis Gozer et aujourd'hui mon invité s'appelle Florent Renaud. Bonjour Florent, comment vas-tu ? Bonjour Gozer, ça va et toi ? Bah écoute, ça va très bien, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui dans ce premier épisode de No Filter qui a pour thème « Il y a de l'orage dans l'air » puisque ta pratique photographique et tu m'arrêtes si je me trompe sur le terme ou si tu n'es pas d'accord avec le terme que je vais employer, tu photographies des structures, tu photographies du paysage, tu photographies des orages et on appelle ça la photographie météorologique. Ça peut s'appeler comme ça, on peut mettre plein de termes différents, mais oui. Après, moi j'aime bien l'appeler aussi la photographie atmosphérique, qui regroupe un peu tout ce que je peux faire en termes de paysage et au niveau des orages, mais on peut appeler ça aussi la photographie météorologique parce que ça prend en compte la météorologie pour effectuer les prises de vue. Tu parles déjà de photographie atmosphérique et de photographie météorologique. Du coup, est-ce que tu veux bien pousser un petit peu plus loin ta définition de ce que c'est la photographie météorologique ? Sur le point météorologique, moi je me concentre principalement sur les phénomènes orageux, que ce soit au niveau de la foudre ou qu'on peut retrouver au niveau des structures orageuses. Donc différents types de nuages, des cieux un peu tourmentés, des scènes un peu dramatiques. Donc ça résume à peu près la démarche. Donc si je comprends bien, c'est venir photographier dans différents types d'environnements, des orages et des orages surtout en fait, des tempêtes, Principalement oui là, sur cet angle d'attaque, oui. En tout cas sur l'angle qui nous intéresse. Sur l'angle, oui. Sur lequel on va discuter, ce sera plus autour des orages. Est-ce que tu peux me dire comment tu es venu à la photographie, mais alors cette fois à la photographie de manière plus générale, avant même un jour de te dire que tu avais envie de courir après des nuages et de faire de la photo ? De manière générale, la photographie, j'ai toujours été assez proche depuis tout petit, parce que c'est vrai que j'aimais bien emprunter l'appareil photo familial, puis à faire quelques prises de vue. Je me souviens aussi, j'ai retrouvé, puis j'ai toujours ces archives-là où j'aimais bien faire un petit peu de mise en scène. Donc aussi bien, c'est vrai que j'en faisais avec ma sœur, enfin on s'amusait quoi, donc il y avait cet aspect-là qui me séduisait, puis petit à petit, oui, je me suis tourné vers d'autres types de prises de vue, mais bon, ça restait quand même pas très engagé, on va dire. C'était plus du plaisir. Et donc, il y a eu mon père qui m'a offert mon premier appareil photo à 20 ans, un appareil photo numérique, qui est un compact, donc ce qui est d'entrée de gamme, enfin d'entrée de gamme, pas forcément, bref. Et donc, il m'a offert cet appareil photo-là, et c'est une fois que tu as ton propre appareil, tu peux commencer à t'amuser un peu plus, à tenter des nouvelles choses. Et c'est là aussi où j'ai vécu mon premier orage avec un ami proche, Igor Holman, où on a vraiment vécu l'orage qui nous a frôlé. Et puis c'était les premières grandes sensations, donc ça nous a quand même beaucoup plu et on s'est dit pourquoi pas d'investir dans un premier réflexe. Donc s'il y avait une année à dire, oui, l'année 2009 qui a été un peu le tournant avec le premier achat d'un premier appareil photo de type réflexe. Et c'est là où je me suis tourné un peu plus après vers la photographie de paysage. D'accord. Donc en 2009, tu achètes ton premier véritable boîtier qui va t'amener ensuite à travailler avec ce type de pratique et développer ce type de pratique. Est-ce que, comme tu me disais que tu avais commencé à faire de la photo en étant plus jeune, en étant enfant, et que ton père t'avait offert aussi un appareil photo à tes 20 ans, est-ce que tu considères, toi, que tu as commencé à apprendre la photographie d'un point de vue... alors, je ne veux pas dire le mot scolaire, mais vraiment apprendre la photographie, comprendre un triangle d'exposition, comprendre une ouverture, comprendre comment on pouvait jouer avec ces règles. Est-ce que tu considères que tu as appris ça en étant plus jeune ou que tu as vraiment travaillé ça à partir de ton premier vrai boîtier pro et quand tu as voulu faire tes propres expériences ? Non, plus jeune, c'était vraiment pour s'amuser et puis vraiment pas réfléchir à tout ça. C'est vraiment, oui, avec le premier achat du premier appareil où je me suis vraiment penché sur la question et puis à travailler plus dans ce sens-là, à comprendre les enjeux, apprendre les règles et le fonctionnement aussi de l'appareil photo. Et comme ça me stimulait et puis ça m'intéresse beaucoup, j'ai creusé au fur et à mesure
en apprenant dans des lectures et puis en regardant aussi les autres faire chez d'autres photographes, mais aussi des influences de peinture. Enfin, Est-ce que est-ce que tu peux me dire en quoi consiste ton process de prise de vue? Comment tu travailles en fait? Comment tu te prépares? Comment ça se passe? alors dans le cadre d'un épisode orageux, ça se prépare bien sûr en amont. Il y a ce qu'on peut appeler les prévisions plus ou moins à moyen terme. Ensuite, les prévisions à court terme, donc c'est vraiment à J+2, J+1. Et c'est là aussi où il y a divers outils qui nous permettent d'appréhender un petit peu le phénomène. On accède à des modèles météorologiques, on a des bulletins météo, il y a des sites un peu plus spécialisés qui fournissent aussi des bulletins qui permettent d'établir un peu des zones. Donc voilà, c'est recouper un maximum d'informations pour ensuite faire ses choix, pour trouver le lieu où potentiellement les orages vont se développer. Donc il y a déjà cette partie-là en amont, faire pourquoi pas un peu de repérage aussi sur les lieux, un petit peu la topographie, comment ça se présente, s'il y a de la végétation, s'il y a des points de vue dégagés en hauteur, ce qui est quand même un petit peu ce qui est recherché. Et ensuite, le jour J, il y a toujours, on regarde encore les modèles, on peut avoir des données en temps réel aussi, parce qu'il y a des stations météo qui sont à certains endroits, donc on peut suivre divers facteurs et des données aussi. Et ensuite vient le temps réel où, par exemple, une fois que l'orage va se développer, c'est s'adapter, prendre des décisions aussi pour aller se placer à certains endroits. Et des fois, un petit peu avec de la chance, tomber sur des beaux points de vue lorsqu'on ne connaît pas le terrain. Il y a une véritable phase de préparation en amont. Moi, je suis plus peut-être habitué effectivement à de la photo de reportage euh, reportages ou alors de la photo de concert. Donc, c'est des choses qui sont enfin, assez différentes. La prise de vue est quelque chose, on va dire, de plus classique. Et on a très peu de préparation. Là, il y a forcément une préparation en amont pour suivre. Ça peut t'arriver de suivre une. Alors, est-ce que je dois dire un orage? Est-ce que je dois dire une structure? Est-ce qu'il y a un nom particulier pour. Bon, le nom le plus générique, oui, c'est un orage, parce que c'est en tout cas, ce que je recherche le plus lorsqu'il y a un début d'activité électrique. Et voilà une structure aboutie, un cumulonimbus, comme on les appelle, qui est l'aboutissement et puis la maturité de l'orage, et c'est là où c'est le plus intéressant, en tout cas, pour effectuer des photographies. Et du coup, ça t'est déjà arrivé de suivre un orage par rapport à une préparation où à J+5, c'était censé tomber dans une certaine zone géographique et tu te rends compte que ça se déplace, mais que l'orage peut être prometteur et de vraiment suivre, et je vais pas dire chasser parce que c'est un terme que je n'aime pas, mais de vraiment traquer un orage sur au final une destination qui n'était pas forcément prévue. De toute façon, en soi, déjà, la météo, c'est une science qui est toujours incertaine, parce qu'il y a pas mal de facteurs, c'est assez complexe, donc c'est effectivement, comme tu le dis, ça peut très bien être dans une zone, on va dire, 2 ou 3 jours avant, et ça peut évoluer et se déplacer à quelques centaines de kilomètres, soit plus à l'est, soit plus à l'est, soit plus à l'est, soit plus à l'ouest. Et non, il y a beaucoup de facteurs qui font que ça peut rapidement évoluer. Généralement, maintenant, c'est vrai qu'on arrive sur des modèles qui sont assez précis, mais voilà, ça veut pas tout dire. Ça peut très bien changer du tout au rien. Il peut très bien y avoir toute l'énergie nécessaire pour qu'un orage se développe, mais il y aura un facteur externe qui fera que ça prendra pas. Et donc là, ça sera soit il se passera rien, ou alors des fois ça peut être déplacé au niveau du temps, ça sera quelques heures plus tard, mais de toute façon il faut être sur le terrain, et puis la patience est de mise. Ça, c'est pour la préparation en amont, on va dire le repérage. Pour ce qui est du matériel, est-ce que tu travailles avec le même type de matériel? Est-ce que tu as fait évoluer ton matériel? Avec quel type de matériel tu travailles? Alors j'imagine qu'à minima, il y a un pied photo. Oui, oui, je travaille avec un trépied, qui est quand même assez essentiel pour avoir le plus de stabilité possible. En termes d'évolution du matériel, j'ai commencé avec un 550D, ensuite j'ai eu un 5D Mark II, et là aujourd'hui je travaille avec un 5D SR. Après, si on peut parler du parc optique, j'essaie d'être assez polyvalent et assez large. J'ai un ultra grand angle, si je me trompe pas, il me semble que c'est un 12 mm. J'ai un grand angle qui est le 16-35 chez Canon. Ensuite, j'ai le 50 mm en fixe. Et j'ai aussi un téléobjectif, un 150-600 de chez Tamron. Donc effectivement, c'est un parc d'objectifs assez complet. Je m'attendais pas spécialement à ce que tu utilises
un zoom assez puissant comme un 150-600 qui permet quand même d'aller... Enfin, c'est quelque chose qu'on va peut-être un peu plus croiser dans la photographie sportive. Oui, mais moi je l'utilise aussi pour la photographie de paysage, par exemple en montagne ou pour diverses scènes lorsqu'il y a des sujets éloignés, puis c'est un autre jeu d'échelle, donc ça reste intéressant. Mais pour aussi que ce soit de la photographie d'orage, lorsqu'il y a de la foudre lointaine et qu'on n'a pas le temps de se déplacer, ça peut toujours être un argument qui est d'utiliser ce genre d'objectif pour essayer de combler le fait de ne pas pouvoir aller directement sur le terrain. Et puis ça peut offrir d'autres perspectives et d'autres images aussi. Je pense que ça se couple bien avec les 50 millions de pixels de définition du 5D SR. Effectivement, tu dois pouvoir avoir la possibilité de cropper, de travailler de manière plutôt libre et plutôt agréable. Euh, j'aimerais, j'allais dire comprendre, j'aimerais comprendre ou te poser une question en particulier, c'est que il y a plein de règles en photographie, il y a différentes règles des tiers, il y a la règle des 500, voilà. Est-ce qu'il y a des règles que tu dois suivre spécifiquement pour ce type de photographie, pour la photographie météorologique ou photographie atmosphérique, selon comment on veut prendre le terme, ou pour la photographie de paysage au sens plus large? Est-ce qu'il y a des règles, donc, du coup, que tu dois respecter forcément? Et ces règles, est-ce que tu les as apprises en te renseignant ou en frontal, en échouant et en devant travailler sur tes échecs et sur des modifications? Bon, il y a un peu de tout ça. Il peut y avoir, oui, des échecs au début parce qu'on n'a pas forcément conscience de tout. Et puis quand on débute, on a toujours l'impression de faire de belles images et on n'a pas forcément le recul nécessaire. Et au fur et à mesure, non, lorsqu'on apprend, j'ai pas mal bouquiné aussi, j'ai lu des ouvrages, donc ce qui m'a permis de compléter. Après, pendant mes études aussi, j'ai eu un apport. Donc, en termes de règles, je pense que la règle de base qu'on apprend tous, c'est la règle des tiers, qui permet de qui permet de cadrer déjà. Mais le but, c'est quand même de rechercher une harmonie dans l'image, qui est une lecture agréable et que l'image raconte une histoire. D'accord, donc il y a quand même des règles que tu dois apprendre, et notamment tu utilises beaucoup celles des tiers. Tu évoquais très rapidement ta formation. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Tu as une formation universitaire, tu as fait une école d'art, t'as fait quoi? J'ai une formation universitaire, j'ai un master en recherche en esthétique en cinéma. Ça fait beaucoup de en, mais c'est un master recherche esthétique en cinéma. Ce qui veut dire que tu as appris dans tes études à définir, je sais pas, mais à reconnaître le beau, ou du moins un certain sens esthétique par rapport à l'image. Oui, voilà, parce que c'est de l'analyse esthétique, donc il fallait quand même apprendre à analyser une image. Donc il y a eu des cours aussi bien sur l'histoire de l'art. C'était pas forcément des choses plus poussées que dans des écoles privées, mais ça a permis quand même d'apporter certaines notions et de prendre conscience d'autres aussi. Donc c'était quand même assez intéressant et enrichissant. Et puis de toute façon, on le retrouve dans tout ce qui touche l'image, que ce soit la peinture, en cinéma, photographie. Il y a toujours une composition, un cadre, un choix. Donc tous ces éléments-là sont intéressants à étudier. Et comme j'ai parlé tout à l'heure, de comment raconter une histoire avec une image, laisser de la liberté ou non au spectateur, enfin, les choix qu'on peut faire lorsqu'on effectue une photographie. Comme tu parlais de différents mouvements artistiques, est-ce qu'il y en a qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent pour travailler ce type de photo? S'il y a vraiment un mouvement, celui qui m'a sans doute le plus influencé, qui a sans doute participé à tout ça, ça doit être, c'est indéniable, c'est Claude Monet, avec donc le mouvement impressionniste. Et maintenant, aujourd'hui, avec du recul et en apprenant de nouvelles choses, je vois que je suis quand même assez proche du courant pictural qui s'appelle la Hudson River School, qui s'est développé aux États-Unis, avec pas mal de peintres. Et là, je me retrouve vraiment beaucoup dans ces représentations de scène et de tout ce qu'on peut avoir au niveau de la nature et du paysage. Peux-tu m'expliquer comment se passe ton processus de post-production? En post-production, j'essaie de travailler lorsque les scènes sont quand même assez atypiques et assez compliquées à gérer pour le capteur de l'appareil photo, parce qu'il n'arrive pas forcément à retransmettre, surtout en termes de colorimétrie. J'essaie de garder le moins de temps possible en intervalle entre la prise de vue et lorsque je rentre chez moi et que je télécharge tout sur l'ordinateur.
pour garder le souvenir le plus intact possible afin de retranscrire la scène de la manière la plus fidèle. Donc dans ces cas-là, c'est vrai que j'aime bien travailler assez, enfin, on va pas dire, oui, en flux tendu. C'est-à-dire que travailler le plus rapidement possible et revenir sur l'image pour restituer ce que j'ai gardé en mémoire à l'instant T. Je comprends bien, donc ça veut dire que tu évites vraiment... je sais plus sa précision pour les personnes qui font des photos, qui les laissent dans un boîtier ou qui découvrent un petit peu des notions de photographie ou qui se mettent à la photographie. Tu ne fais pas partie, en tout cas dans ce type de pratique, des personnes qui vont shooter, vont laisser 2-3 jours reposer, éventuellement travailler sur un autre projet, et vont revenir sur le projet initial pour avoir une autre vision, pour retravailler un petit peu différemment, pour laisser mariner, entre guillemets. Ce qu'on peut faire dans de toute façon à peu près tout acte de création, que ce soit du graphisme, que ce soit de la vidéo sur un montage, que ce soit de la littérature, faire ce qu'on a à faire, j'allais dire pondre, mais créer ou shooter, et puis attendre et revenir pour voir. Ça peut être le cas pour certaines images, mais comme je te l'ai dit, dès qu'il y a une scène assez atypique et que je sais que je peux pas trop faire confiance au boîtier et puis au RAW, je préfère travailler assez rapidement dessus pour être sûr de restituer la scène comme elle est, quoi. D'accord, donc déjà tu C'est- donnes des infos intéressantes, c'est que tu travailles avec des fichiers RAW, tu ne travailles pas avec des fichiers JPEG. Après, je pense que c'est assez évident, parce que avec un boîtier comme le tien, si on travaille en JPEG, ça n'a pas vraiment de sens, pas vraiment d'utilité. Sur ton ordinateur, tu travailles avec quel type de logiciel? Est-ce que c'est du Lightroom? Est-ce que c'est du Capture One? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que tu utilises deux logiciels différents pour faire ce qu'on va appeler l'editing et la post-prod plus concrète? Au niveau de la post-production et au niveau des logiciels, j'utilise un logiciel qui s'appelle Bridge, développé par Adobe, ce qui me permet de faire déjà les premières sélections et d'affiner au fur et à mesure pour mes choix d'images. Et ensuite, je travaille vraiment mes images sous Adobe Photoshop. C'est un petit passage par Camera Raw et plus en profondeur après avec Adobe Photoshop pour travailler par calque et puis avec divers outils. Pas de travail sous Lightroom. Non. Non, Lightroom j'utilisais au début, puis je m'en suis un peu délaissé, et puis là actuellement avec Photoshop, ça me va très bien au niveau de la post-prod. Alors, tu as commencé à répondre à ma question sur vraiment ton process de post-production sur ton ordinateur, en me parlant de Bridge et en me parlant de l'editing. Tu me disais que tu fais ton choix de ce que tu gardes, de ce que tu gardes pas. Tu as un gros taux de déchets sur de la prise de vue. Enfin, techniquement, comment tu déclenches? Tu déclenches à la télécommande, tu déclenches en rafale, tu déclenches comment? Parce que le canal que forme la foudre est très rapide. Est-ce que tu as beaucoup de déchets et comment tu déclenches? Ou est-ce que... En train de dire que je fais des mauvaises photographies. Non, je me permets... Je fais beaucoup de déchets. je me permettrai absolument pas, mais j'essaie de comprendre comment tu travailles. En termes de déchets, lors des prises de vue, dans tous les cas, c'est sûr qu'il y en aura. Il y a toujours des photos ratées, qui sont floues, bougées, que la mise au point n'est pas très bonne. Il n'y en a pas non plus énormément parce que généralement on prend le temps de réfléchir à une prise de vue, à se poser, de pas mitrailler, pas de remplir inutilement la carte. Donc à ce niveau-là, non, j'essaie de me contenir, voilà, si c'est le terme. Tu travailles avec une cellule de déclenchement, tu travailles avec une télécommande, tu travailles comment? Je travaille, oui, avec une télécommande, ce qui reste le mieux en termes de stabilité, avec le trépied. Et là, tu parles de cellule de déclenchement, oui, je l'utilise en journée lorsque les conditions lumineuses sont quand même assez intenses, et ce qui permet de photographier la foudre aussi. Pour faire assez simple, au niveau de l'utilisation d'une cellule de déclenchement, elle va s'activer lorsque il y a un changement d'intensité lumineuse. Par exemple, la foudre tombe sur le sol. La cellule de déclenchement va envoyer un signal à l'appareil photo pour qu'il s'enclenche et effectue une prise de vue. Donc c'est comme ça qu'on effectue généralement des photographies de foudre de jour. Après, on peut utiliser des filtres pour effectuer des poses lentes pour essayer aussi de photographier la foudre, mais généralement ça fatigue le capteur et puis c'est pas forcément le plus utile, donc le plus confortable est d'avoir une cellule de déclenchement pour être sûr de capter la foudre au meilleur instant. Dernière petite question avant
de continuer et de changer un petit peu de thématique, mais toujours sur le même sujet. Concernant ta prise de vue, est-ce que tu travailles à l'œilleton? Est-ce que tu travailles à la live view? Comment tu fais? Tu es sur pied, donc je pense avoir déjà une petite idée, mais... Le plus confortable, c'est avec le live view. Après, ça peut aussi être du travail à l'œilleton, ça dépend. Ça dépend du moment aussi, et puis quand on est pris un peu dans le stress, qu'il faut se dépêcher, etc. Mais le plus confortable reste le live view pour effectuer le cadrage et effectuer aussi la mise au point, pour être un peu plus précis. Oui, bien sûr, pour être certain de rien manquer en termes de netteté sur ta prise de vue. Pour vraiment revenir à la pratique en elle-même, plutôt que au fait de déclencher et de faire ce type de photo, est-ce qu'à un moment, tu considères que tu t'es mis en danger pour réaliser une photographie? Est-ce qu'à un moment, euh, ouais, je vais dire ça comme ça, est-ce qu'à un moment, tu t'es fait peur? Peur, vraiment, pas... Il y a des moments où oui, on se fait peur, c'est sûr. Enfin, on sait que le danger est là. Ça fait monter l'adrénaline, un peu d'excitation aussi, donc ça participe, ce qui fait le charme aussi de la pratique. Ensuite, oui, il peut y avoir des exemples de foudre assez proches qui tombent à 100 mètres, 50 mètres aussi, voilà. Ça peut arriver, mais généralement, je reste très prudent et je m'expose pas non plus. Je reste pas là sous la pluie battante. Bon, c'est peut-être arrivé une fois ou deux, mais j'essaie de m'exposer le moins possible parce que déjà pour protéger le matériel, mais aussi pour protéger ma vie. Donc, C'est pas mal. accessoirement, c'est toujours intéressant, mais c'est vrai que des fois, C'est bien de faire passer son matériel avant sa propre personne, je t'en prie. puis ça dépend du ressenti aussi du moment. On sait que on voit un petit peu comment ça évolue, et on se dit que la foudre peut tomber aussi à tout moment ou qu'il y a d'autres éléments à photographier. Donc c'est vrai que des fois on peut pousser un peu plus loin, mais généralement non, enfin j'essaie de rester dans une zone un peu de confort à ce niveau-là et de me rapatrier soit à mon véhicule ou sous un abri pour éviter la casse. Tu parlais de la foudre qui tombe à 100, 50 mètres. Je mets un espace volontaire entre 100 et 50 mètres, hein, pas qu'on imagine que la foudre tombe à 150 mètres. Je vais pas dire il se passe quoi dans ta tête, mais ça ressemble à quoi quand t'es avec ton matos photo, que t'es en train de déclencher, et puis ça tombe. Enfin, j'imagine que ça doit être quand même assez impressionnant. Oui, oui, et puis de toute façon on n'a pas le temps là à ce moment-là de calculer quoi que ce soit parce que c'est instantané. C'est de l'ordre de la milliseconde, donc on voit le flash et puis directement après il y a la détonation. Souvent ça surprend et généralement quand ça arrive c'est le moment où on remballe et que je rentre dans le véhicule, je sais que je vais me mettre à l'abri après. Voilà, la foudre peut tomber à tout moment, donc c'est sûr qu'il y a toujours ce facteur-là, un petit peu inconnu des fois. Mais généralement, avec la connaissance et de voir l'évolution de l'orage, on peut savoir à peu près dans quelle zone peut tomber la foudre, mais à tout moment, il peut y avoir une foudre ça peut parcourir en plus des dizaines de kilomètres, voire même beaucoup plus. Donc c'est vrai que c'est assez incertain et puis des fois hasardeux de se retrouver avec un coup de foudre assez lointain. On n'avait pas encore utilisé l'expression coup de foudre, mais je valide cette utilisation. Et puis de toute façon, c'est vrai que à une distance de 50 mètres, après tu réduis à distance, effectivement c'est de l'ordre du flash, donc après l'étape suivante c'est pente et mort, quoi. Donc c'est un petit peu autre chose et c'est pas forcément le but. Donc ok, tu t'es fait peur, mais tu me parles de ta pratique et je te connais, tu es quelqu'un de raisonné. Est-ce il y a des conditions de sécurité, enfin, oui, il y a forcément des conditions de sécurité à respecter. Mais est-ce que, par rapport à ces conditions de sécurité, si tu veux bien me parler de ces conditions de sécurité, est-ce que pour autant, un jour, tu considères que tu es allé trop loin? En termes de règles de sécurité, avec la connaissance de l'orage et de son évolution, on sait à peu près aussi où se placer pour pas être trop exposé. Que ce soit la foudre, la pluie, le vent. Enfin, de toute façon, la pluie, c'est pas le plus dangereux, mais c'est surtout la grêle. Parce que la grêle peut varier de diamètre. Ça peut très bien être du 1 centimètre, mais ça peut aller à 5, 8. Donc là, ça commence à devenir un peu plus dangereux. Mais vraiment, s'il y a des éléments à prendre conscience et à éviter, oui, voilà, c'est la grêle, la foudre et le vent. Après, voilà, on sait, par rapport à l'évolution de l'orage, on sait qu'il suit un flux. Donc le mieux, c'est de se mettre sur son flanc pour éviter la pluie, parce que ça facilite les prises de vue, puis c'est moins compliqué, et on s'expose moins aussi. Donc là, on reste plus ou moins quand même dans une zone de confort. Après, de là où je me suis mis vraiment en danger,
C'était une prise de vue que je souhaitais faire, de prendre les Baux de Provence avec de la foudre. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai quand même poussé un peu plus pour rester sur place. Il commençait à pleuvoir. Les orages commençaient à se développer un petit peu autour. Donc la foudre commençait à arriver de toutes parts. Mais voilà, j'ai réussi à faire sans doute l'un de mes plus beaux clichés de foudre à cet endroit-là. Et puis, il y a pu y avoir aussi d'autres exemples, comme là, cet été, où je me retrouve un petit peu isolé sur une jetée au-dessus de la mer, à me faire engouffrer dans l'orage, et puis de la foudre qui tombe en mer. Le plus proche impact était, je pense, à 1 km. Donc, bon, ça reste quand même assez proche, quelque part. Enfin, ça reste proche, non, pas forcément. T'as 950 mètres de distance, t'es tranquille. Mais des impacts assez puissants. Donc, là, c'est juste le côté de savoir qu'on est dans le corps pluvieux et que la foudre peut tomber à tout moment. Et sur la jetée aussi, il y a pas mal d'aspérités métalliques. Donc là, je sais que ça sert à rien de courir pour rejoindre le véhicule parce que je vais m'exposer, je vais être en mouvement en plus. Parce que la foudre, si tu as regardé Fred et Jamy, ça fonctionne par traceur, c'est-à-dire qu'il y a un traceur qui part du ciel et un traceur qui part du sol. Ils se cherchent et lorsqu'il y a connexion, le canal, enfin la foudre s'enclenche et il y a le canal qui se met en route et c'est là où la foudre s'abat. Et donc là, je sais très bien que ça sert à rien de prendre des risques à courir sur la jetée alors que je suis complètement exposé. Donc vaut mieux là, à ce moment-là, je reste à côté de mon appareil, je m'accroupis un peu pour pas trop me faire mouiller et puis on attend que ça passe. Et puis on espère aussi qu'il y a la foudre qui tombe dans le cadre. On continue d'enclencher parce que voilà, on est là et puis autant aller jusqu'au bout. Ah, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, tu développes un peu une schizophrénie entre prendre soin de ta propre personne, mais bon, quand même, c'est vrai que si ça tombe à 40 mètres, Après, je peux avoir un super flash naturel, quoi. voilà. Après, c'est essayer de se faire confiance aussi par rapport à son ressenti de l'événement et tout en restant un peu raisonné et pas s'exposer pour rien, c'est sûr. Ouais, j'imagine bien. Je veux bien le croire. Euh, alors, on va pas rentrer dans des grands débats philosophiques sur qu'est-ce que photographier, c'est capturer un moment qui n'existe déjà plus, qu'on appuie sur le bouton. Enfin, ça, c'est pas c'est pas la question. Là, ce que j'ai envie de savoir, c'est que tu montres tu montres sur tes clichés des choses qu'on voit rarement. Alors pour autant, c'est quelque chose de commun, hein. On a tous vécu en orage, on a tous connu des orages. Il y a des personnes qui ont des phobies, des peurs paniques des orages. Pour autant, c'est rare que quand il y a un orage, on prenne une chaise longue, on se mette en haut de l'escalier, un cigare en verre de Porto et on se dit bah tiens, je vais la regarder celle-là, belle projection. Donc c'est plutôt quelque chose. Je vais pas dire qu'on a tendance à fuir, mais c'est plutôt quelque chose où, d'une certaine manière, l'expression est peut-être un peu trop forte, mais on détourne le regard. Les personnes à qui tu montres ces photos, les réactions, c'est de l'étonnement, c'est de la surprise, c'est quoi? C'est un peu des deux, là. Oui, de l'étonnement, de la surprise, parce que si on devait conceptualiser un petit peu la photographie, c'est capturer à un moment, à un instant T, et puis de figer l'instant. Et c'est vrai qu'avec les technologies actuelles, on est capable d'être plus rapide que l'œil humain et de voir des choses qu'on ne voit pas forcément. C'est ça aussi la force de la photographie, c'est qu'on peut prendre un instant, une photo, la voir après sur son écran et découvrir complètement la scène autrement et aussi d'autres choses qu'on n'a pas forcément vues sur le terrain parce qu'on voilà, le cerveau humain se concentre sur des zones et puis on peut pas être complètement conscient de tout ce qui est autour de nous. Mais oui, en termes de réaction, par exemple, si on parle de la foudre, c'est vrai que les gens ne voient pas forcément toutes les ramifications qu'il peut y avoir sur des coups de foudre. Donc, c'est-à-dire tout. C'est une très belle métaphore. Celle-là, je vais la garder. Toutes les ramifications qu'il peut y avoir sur un coup de foudre. Effectivement, oui, on ne sait pas toujours ce que ça va donner. Non, pas toujours. Mais voilà, quoi. Généralement, oui, voilà. C'est un mêlé d'étonnement, de fascination. Et puis, c'est vrai que de regarder une photo, c'est plus, on se sent plus en sécurité que d'être à l'extérieur. Après, voilà, tu dis qu'il y a des phobies, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui prennent plaisir à se mettre derrière la fenêtre de temps en temps. Bon, ils vont pas rester excessivement longtemps, mais à regarder un petit peu la foudre tomber. Et puis voilà, après, on fait autre chose, on passe à autre chose. Mais voilà. Vraiment, on m'a souvent enseigné que quand il y avait vraiment un très très gros orage, le mieux était quand même de s'éloigner de la fenêtre. Oui, voilà. Mais écoute, voilà, je vois que tu es quelqu'un de... Oui, à ce qui paraît, ça tue le chat. En termes de format, tu travailles sur du petit format, tu travailles sur du grand format. On parlait tout à l'heure d'impressionnisme, de Monet. Est-ce qu'il y a un rapport entre... Alors, il y a forcément un rapport, mais
comment tu joues justement sur le rapport d'impression, sur le rapport de forme de ce que tu présentes et sur le sujet. Tu représentes tu imprimes tes photos sur du 10-15, tu fais quoi? En termes de format, pour moi, le plus standard possible, et puis ce qui est le plus accessible en termes de prix, on va dire, et qui rend quand même la scène au mieux, ça reste un 40-60, qui est un bon compromis en tout cas au début. Et après, oui, voilà, c'est sûr que le top, c'est d'aller au-dessus. En termes de taille, après, si on part sur par exemple un 30-45, c'est quand même assez... ça reste très petit. Puis ça a tendance un peu à enfermer l'image, donc pour moi, c'est pas le meilleur. Bon, le 40-60, c'est le format affiche. Donc on est déjà supérieur au format A3, qui est un format un petit peu plus usité et auquel on est un petit peu plus habitué. Quand tu parles de plus grand, tu vas vers quoi? Tu vas vers du 60-90? Tu vas Bah, vers du plus grand? C'est vrai que le top, parce que voilà, après c'est un investissement, mais avoir du 60-90 déjà de base, ça serait quand même assez intéressant. Pour ce genre de scène, que ça soit aussi pour la photographie de paysage, parce que ça fourmille de détails, donc c'est beaucoup plus intéressant de présenter la photo sur un plus grand format, ce qui permet d'englober un peu plus le spectateur et d'intensifier l'immersion aussi. Et je pense qu'il y a un rapport on en revient à la picturalité de l'image. C'est qu'à un moment, comme tu me parlais, que tu comparais ça à un mouvement, au mouvement romantique ou à l'impressionnisme. Oui, quand tu es face à un grand cadre, quand tu es face à une grande image, c'est plus facile, entre guillemets, de rentrer dedans. Alors l'expression est facile, hein, mais c'est pour autant celle qu'on utilise. Et voilà, tu te laisses englober par l'image, surtout quand c'est plus évident, quand c'est un phénomène naturel. Idéalement, si tu devais aller idéalement, s'il y avait pas de limite de budget, tu aimerais aller sur quelle taille de photo? Là, j'ai plus les tailles en tête, mais c'est sûr que d'aller sur... je vais dire des bêtises, mais passer les 1 mètre déjà, c'est vrai que c'est intéressant aussi. Mais ça reste quand même... ça reste assez gros. Mais vraiment... c'est vrai que 60-90, c'est un bon compromis. Après, ouais, plus grand, ça peut être intéressant pour certaines scènes. Tout ne pas forcément... Enfin, ça vaut pas le tout d'imprimer tout sur du très très grand format. Mais pour certaines scènes, oui, pourquoi pas. Ça peut valoir le coup de passer la barre au-dessus. Mais oui, aussi, généralement, 60-90, ça passe plutôt bien. En termes d'impression, tu travailles sur un, un médium particulier, papier, quoi? Je privilégie plus, en tout cas dans ma recherche, c'est sur le Dibond. Donc le Dibond qui est une plaque d'aluminium qui peut varier en taille entre 2 mm à 5 mm, où on contre-colle directement le papier dessus. Donc c'est vraiment en brut. Et en papier, plus un papier fine art, qui donne un meilleur rendu, qui a une colorimétrie... en tout cas, après ça dépend de la couleur du papier, s'il est plus chaud, plus froid. Mais en termes de rendu, c'est ce que je recherche le plus, de texture aussi, pour retranscrire les scènes. C'est ce qui est pour moi le plus intéressant, et par rapport à ma recherche aussi esthétique. Il y a une marque en papier avec laquelle tu aimes travailler parce que tu trouves que ça te permet de rendre au mieux la qualité esthétique, la qualité picturale de ton travail? Il fait oui de la tête, il veut pas me répondre. Oui, oui, oui. C'est juste, j'arrive pas à prononcer le nom à chaque C'est fois. quoi? C'est Anne-Mule. la marque Anne-Mule. allemande? Anne-Mule? Anne-Mule. Le moulin du coq? Tu prononces comment? Je crois que je prononce ça Anne-Mule. J'avais eu un Anne-Mule. entretien, Ouais, c'est entretien chez Anne-Mule, eux il y a quelques années. Et si jamais il y a quelqu'un de l'équipe qui tombe sur ce podcast, c'était vraiment ultra impressionnant et ultra agréable de discuter avec des personnes qui, justement, enfin, avant de parler de papier, ont une connaissance du papier où tu te dis, ah oui, ça peut... Ah, on peut aller Oui, ça jusque-là. doit être, Ah oui, quand même. Et notamment sur du noir et blanc, enfin, c'est juste... le support fait le tout. C'est sûr. En Mais termes... oui, en termes de papier, du Anne-Mule. D'accord. Tu te débrouilleras au montage. Je vais couper débrouiller et au remettre montage. Anne-Mule. Je prendrai une synthèse vocale, C'est ça. une synthèse vocale allemande pour Moulin du Coq. Ce sera très sympa. Je sais que tu fais des expos. Je sais que, si je dis pas de bêtises, tu as aussi un site internet. Tu as aussi un ou deux comptes Instagram. Les expos, tu fais vivre ça comment? Tu cherches quel type de lieu, quel type d'expo?
quel type de lieu? Il y a le lieu, simplement la salle, la pièce, la galerie, au sens large, mais aussi l'endroit où tu veux, tu veux simplement la ville, le cadre. Là, je suis pas à un point où je peux prétendre à choisir le lieu. C'est plutôt le lieu qui me choisit. Mais oui, après, on essaie de coller avec ce qu'on recherche aussi. Là, en lieu, oui. Là, dernièrement, j'ai exposé avec Igor Holman à La Roche-d'Ouêtre, qui est un site naturel entre Calvados et Orne. Donc c'est vrai que ça collait quand même bien par rapport à ce qu'on présente en travail de photographie de paysage. Et on présentait en plus des photographies du site. Donc d'avoir une harmonie puis une symbiose entre le travail présenté et le lieu, c'est vrai que c'est assez séduisant. Après, c'est pas toujours le cas. Par exemple, quand on est en ville, c'est sûr qu'il y aura un décalage, mais ça peut être aussi intéressant à utiliser que de forcément chercher à une globalité dans la présentation du travail. Mais après, en termes de lieu, non, je suis pas non plus fermé à quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a... Enfin, je connais déjà la réponse, mais je vais te la faire dire. Donc, tu présentes aussi ton travail sur ton site internet, que tu as mis à jour et que tu as finalisé récemment. Est-ce que ça te dérange de nous rappeler l'adresse pour que les personnes qui écoutent ça puissent aller voir ton travail? Dans tous les cas, tel qu'on a discuté du podcast, pardon, et tel qu'on a abordé, toi et moi, selon les médias, Instagram, LinkedIn, il y aura une photo de ton travail pour la mettre à côté, pour illustrer, pas en vignette, mais vraiment pour illustrer le propos. On peut voir ton travail sur où? On peut voir ton travail où, pardon, pas sur où. Sur où? On peut le trouver sur... Ah, on peut le trouver sur... Mon travail, on peut le suivre sur les réseaux sociaux, comme tu l'as dit. On mettra les liens, ça sera beaucoup plus simple. Et pour le site internet, c'est simple, c'est mon nom, c'est florent-renault.com. Renaud, tu l'écris comment? R-E-N-A-U-T, sans L. Pour la peine, on le mettra aussi le lien sous la description. On a abordé, on arrive à la fin de ce premier épisode, de ce podcast. Peut-être une dernière question qui, elle, relève plus de l'actualité humaine, on va dire, au sens très très large. On sent que l'activité de l'homme dérègle la nature. Enfin, on le sent, on le sait aussi, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. Est-ce que toi, quand tu travailles cette pratique, que ce soit le paysage, au sens large, ou que ce soit la photo météorologique, est-ce que tu te rends compte de ce dérèglement? Est-ce qu'à un moment, ça t'est déjà arrivé de te dire, tiens, c'est bizarre, ça, c'était pas comme ça avant, ou ça devient de plus en plus fort, ou tiens, ça commence vachement tôt cette année, les fraises? Je peux pas prétendre à ça parce que déjà j'ai pas assez de recul et ça se fait vraiment sur un laps de temps beaucoup plus large. Après voilà, c'est sûr que c'est avéré là maintenant que les choses changent, qu'il y a pas mal de changements. Mais non, je peux pas prétendre à quoi que ce soit. Et puis c'est vrai que j'ai pas d'engagement politique. Puis je m'amuse pas non plus lorsque je publie des images, à prétendre à dire quoi que ce soit ou à rattacher à une cause. C'est sûr que oui, il y a une évolution qui va pas forcément dans le positif. Ça pourrait être plus marqué aussi au niveau des orages, l'intensité pourrait peut-être augmenter. Après voilà, c'est vrai que ça se remarque depuis une décennie, voire même un peu plus. On n'a pas encore assez de recul, mais ça a l'air de tendre vers ce sens-là. Moi, je me prétends pas voilà, à essayer de tirer des constats ou de suivre quoi que ce soit. Je me contente juste de prendre des photographies et de profiter de l'instant. On a fini les questions qui étaient inscrites sur le conducteur, donc je me permets de vraiment placer les deux, trois qui me viennent en tête et que je voulais quand même aborder. Il y a beaucoup de monde qui fait ça il y a beaucoup de monde qui fait ça en France, alors à travers le monde, oui. Enfin, j'imagine que de toute façon, quand on a une idée, notamment en photographie, d'autres l'ont eu avant nous, pardon. Mais il y a des forums, il y a des groupements, il y a des associations, peut-être pas. Je veux dire, l'amicale du nuage foireux, j'y crois pas, mais... Il y avait une association, mais maintenant qui est passée plus professionnelle, qui est le site internet Kéronos, qui est plus spécialisé dans les événements violents. Donc... Et à la base, c'était une association, donc voilà, il y avait un forum où les personnes, des passionnés échangeaient, partageaient des photos, puis aussi échanger des connaissances. Là, on peut dire que
sur les 10 dernières années, il y a eu une montée exponentielle parce que c'est devenu un phénomène de mode, c'est devenu populaire. Et puis c'est vrai que ça attire pas mal de monde et beaucoup de personnes s'essayent à la photographie d'orage. Et ça se remarque beaucoup aussi aux États-Unis ou dans ce qu'on appelle la Tornado Alley, qui est la zone où les tornades se forment. Donc que ce soit dans le Midwest et puis dans d'autres États. On voit les routes maintenant qui sont complètement jonchées de personnes. En tout cas, oui, il y a une recrudescence. Il y a pas mal de monde qui sont attirés par ça et qui s'essayent. Maintenant, acheter un appareil photo, c'est accessible, même si ça peut toujours être onéreux. Mais tout le monde peut prétendre aller faire de la photographie, et puis aussi de la photographie d'orage. Après, chacun a son approche aussi, sa philosophie, et voilà quoi. Est-ce qu'il y a une actualité? Est-ce qu'il y a une exposition à venir? Et non, pour le moment, il n'y a rien. Donc là, tu es quoi? Démarchage. En cours de démarchage, ok. Et donc, si des personnes sont intéressées par ton travail et qu'elles veulent ou en acquérir un exemplaire ou te proposer une exposition, elles peuvent te contacter via ton site internet. Oui, exactement. D'accord. Je suis joignable. Je suis... 24, 7 jours sur 7. Appelez-moi la nuit. Appelez-moi la nuit, je vous parlerai d'orage et on parlera de mes clichés. On arrive donc à la fin de ce premier épisode de No Filter. Merci beaucoup à toi de ta présence et d'être venu nous expliquer ce que c'était que la photo atmosphérique. Un grand merci à toi aussi, ça fait un honneur pour cette première. Je pense qu'on aura forcément l'occasion de réintervenir ensemble sur ce podcast, sur d'autres thèmes liés à la photo et sur d'autres pratiques liées à la photo que la photo atmosphérique. T'as dit quoi? C'était une fois, non? Faut revenir. Rien. On se donne donc rendez-vous pour un prochain podcast avec un prochain invité. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.